partout, vous qui avez l'habitude de nous suivre de partout ailleurs, merci beaucoup encore une fois de plus d'avoir renouvelé cette confiance que vous avez de nous, nous qui vous servons, nous sommes vos serviteurs. Merci, vous êtes des États-Unis, de partout, de Londres, de la Chine, de l'Europe. Vous avez l'habitude de suivre la Conquête Télévision. C'est une grâce que nous puissions encore nous rencontrer aujourd'hui dans ces nouveaux magazines, dans ces nouveaux numéros. Aujourd'hui, vous me voyez avec mon frère Ephraim. Vous avez bien sûr constaté, aujourd'hui, nous allons parler avec Ephraim Mutanda. Nous allons parler de la situation sociale de la République démocratique du Congo. C'est un résident américain, c'est un Américain en fait, un Congolais, d'origine congolaise, mais il réside à Dallas, aux États-Unis. Et aujourd'hui, nous avons cette faveur de l'avoir à Kinshasa et c'est pourquoi nous en avons profité pour comprendre un peu la situation des Congolais d'abord aux États-Unis et comment est-ce que nos diasporas depuis les États-Unis voient la politique que nous faisons ici en République démocratique du Congo. D'emblée, j'ai dit d'abord bonjour à mon invité. Bonjour. Ephraim, nous avions voulu vous avoir en séjour pour comprendre d'abord ce qu'est la vie de nos frères, nos compatriotes, vous qui êtes aux États-Unis. Comment vous vivez? Quelle est la situation sociale de nos frères aux États-Unis? Absolument, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment aimé ça. Bon, comme je peux dire, vivre aux États-Unis, c'est complètement différent des ici en RDC. Là-bas, c'est catégorisé en 3 groupes. Il y a les avérages, les moyens et les autres passés. Donc, cela veut dire votre étude peut vous classifier ou soit votre propre business personnel peut aussi vous amener aux dimensions dont vous arrivez. Comment je peux classer cela? Donc, ceux-là qui sont avérages, cela veut dire ils vivent selon le gouvernement, selon les œuvres que le gouvernement produit ou soit fournit pour toute personne au pays, d'avoir l'avantage, l'habilité de vivre. Et il y a aussi ceux qui sont les moins placés. Cela veut dire quelqu'un qui a fourni ses efforts physiquement, selon les études, selon le business, selon la science, et il a amélioré ses efforts et il est placé au moins donc il réussit l'argent, je peux dire, ou le salaire qui est un peu élevé. Cela lui donne l'habilité de vivre plus que ceux qui sont avérages. Et non, aussi les troisième classe qui sont ceux-là que vous voyez souvent dans la télévision, les Américains, les musiciens américains, les acteurs et les multimillionnaires, ce sont les autres placés. Parce qu'ils sont célèbres, parce qu'ils ont réussi quelque part davantage, ils sont reconnus. Il y a un monde entier. Acteurs américains, musiciens américains, on va dire stars. Et ils sont catégorisés les autres placés. Donc, lorsqu'un Congolais se part là-bas, pour qu'un Congolais réussisse, il doit essayer de traverser tous ces 3. Mais la vie de l'Amérique, c'est reconnu pour les Américains. Donc, cela demande trop d'expérience, trop d'années à vivre à l'extérieur pour avoir l'amélioration des idées, comment faire pour réussir, comment faire pour avoir les avantages. Je ne sais pas si je peux continuer à parler. Oui, ça va. Alors, vous aviez dit qu'il faut comprendre la vie en Amérique et il faut avoir cette expérience afin de progresser dans la vie. Alors, Yes. et ceux qui, par exemple, se disent, ou ceux qui jouent ce qu'on appelle ici des loteries et tout, et on nous dit que, je voulais dire, on nous dit qu'il y a certaines agences qui prennent en charge et tout, mais comment est-ce que lorsqu'ils arrivent là-bas aux États-Unis, comment est-ce qu'ils vivent? Ils vivent comment ils gagnent leur vie? Quel est leur mode de vie? Absolument, absolument. Bon, moi je peux dire 12
douzaine de l'expérience aux États-Unis. Donc, moi, je suis allé aux États-Unis, j'étais encore un gamin, je peux dire. Lorsque je suis allé, je me souviens, en RDC, j'étais presque à 4 tours des humanités. Mais en arrivant aux États-Unis, je suis allé jusqu'au bout des, je peux dire, 6e. Et toutes ces expériences, j'ai gradé là-bas, j'ai développé, j'ai aussi fait des études là-bas. Et chaque jour, il y a des nouvelles visages qui arrivent. Voilà, il y a un nouveau comble. Et il y a l'expérience. Vous vous connaissez, vous vous voyez? Absolument, on se connaît. Il y a du travail. Vous pouvez rencontrer des Congolais, des amis, d'autres qui n'ont pas d'abord le langage anglais. Et ils sont un peu différents, un peu flous. Et si vous êtes quelqu'un de bon cœur, vous pouvez assister. Héberger. Yes, mais là, c'est là qui vient avec la développeur. Premièrement, les États-Unis, c'est catégorisé avec plusieurs gens qui arrivent de temps à temps. Oui, ce n'est pas juste les Américains qui peuvent voir là-bas. Il y a des Mexicains, il y a des Espagnols, toutes ces nations espagnoles, donc cela veut dire le Mexique, Amérique du Sud. Trop de Mexicains là-bas, il y a trop de gens qui parlent espagnol. Ça, c'est juste, c'est là qu'ils sont venus de l'Amérique latine. Il y en a aussi ceux qui viennent à l'extérieur, comme en Europe et Asie. Il y a des gens, des réfugiés qui viennent en Asie, du Népal. Tout ça, donc vous n'allez pas vous trouver que, oh, moi je suis étranger, je suis d'Afrique, je suis congolais. Il y a plusieurs catégories de gens. C'est comme ça d'abord. Nos familles qui viennent développer premièrement, lorsqu'ils arrivent, ils sont introduits parce qu'ils atterrissent d'abord où avant il s'agit du ville, de l'État, donc ils ont résidé. Et puis à travers là, ils ont découvert les amis congolais qui ont introduit la vie de l'Amérique par le travail, par les applications, d'avoir la carte d'identité, après le travail, et puis les transports, tout ça. Et comment est-ce que lorsqu'ils arrivent, comment est-ce qu'ils s'adaptent de la vie en Amérique? Quel est cet accompagnement? Est-ce que ceux qui les accompagnent, ce sont nos frères des agences ici ou bien ce sont les Américains eux-mêmes qui leur prennent en charge directement? Absolument, cela dépend de nos frères congolais. Parce que vous ne pouvez jamais manquer la connexion d'où vous allez, n'est-ce pas? Même si vous avez fait toute la vie ici à la République démocratique du Congo et vous êtes aux États-Unis, vous savez, dès que je connais quelqu'un, vous sortez un ami ici, il y a quelqu'un, ces genres de connexion amènent la facilité d'avoir la compréhension de la vie. Et ce que je sais, ou ce que je vois aussi, lorsqu'il y a un Congolais qui gagne la DV, il arrive là-bas premièrement, il sert au milieu de la communauté congolaise. Il aura découvert quelqu'un qui parle le lingala, quelqu'un qui connaît et puis, première chose, demande du travail. Et ce qui arrive là-bas, parce que là-bas, même si vous avez fait très des efforts, des études ici, en arrivant là-bas, au moins que vous soyez un monsieur, là vous pouvez garder votre place. Mais si vous êtes de l'entourage des gens qui veulent juste aller chercher la vie, vous allez être comme tout le monde et vous irez au travail qui est pour tout le monde. À travers là, vous allez commencer à découvrir, à développer le langage, l'amitié, par là que vous allez adapter. Alors, parlons du monde du business, dans le monde du travail. Est-ce que l'Américain ou l'administration américaine a donné la chance à tout Congolais, je ne dirais pas tout Congolais, mais à toute personne étrangère qui immigre en Amérique? Vous avez presque la même chance, cette même, comment je dirais, avantage avec celui qui est un vrai Américain. Vous avez le même avantage? Ou il y a ce qu'on appelle la discrimination, par exemple, le racisme? Est-ce qu'il y a des choses pareilles aux États-Unis, par exemple? Vraiment. Moi, vraiment, je peux dire, l'Amérique, ce n'est pas comme l'Europe. Bon, je ne vais pas aller toucher trop,
En Amérique, nous sommes un peu respectés, qui est un peu la discrimination, c'est pas du tout très agressif. Je vais dire. Yes, ce qui s'agit des fonds, des business et des opportunités que le gouvernement offre à tout le monde. D'ailleurs, si vous êtes un enfant du pays, comme les Congolais qui sont ici, s'il y a quelque chose qui est pour le peuple congolais, je ne sais pas si le peuple congolais doit avoir l'avantage de toucher premièrement, que ce soit... Ok. Donc l'avantage d'abord, elle est donné à l'Américain. À l'Américain premièrement. Et ce qui arrive qu'un Congolais arrive aussi à réussir de la même sorte avec un Américain, c'est la connexion, c'est les études et puis l'amitié, je peux dire. Okay. Alors, parlons un peu de la lecture que la diaspora américaine fait de la politique congolaise, je vais dire. Comment est-ce que notre diaspora voit notre politique de manière générale d'abord? Comment vous la regardez depuis les États-Unis? Comment vous la voyez? Absolument. Il y a quelque chose que j'aime sur les Américains. Les Américains aiment beaucoup faire tout le monde un Américain. Ça veut dire même si aujourd'hui vous êtes allé aux États-Unis, vous allez être considéré comme un Américain. Donc ils sont du moins à changer votre mentalité. Mais qu'il faut quitter votre pays, arriver à l'Amérique, vous dites que je suis un Américain. Et c'est là, c'est l'effort que les familles travaillent, c'est l'effort que les aspects américains. Donc c'est ça. Donc si vous avez de l'expérience, vous êtes quelqu'un qui a des talents, il peut vous racheter à vous faire un Américain et vous oubliez complètement que j'étais con. C'est avec les Américains. Et maintenant, ça me dit aime beaucoup la politique comme nous aussi. Donc gardez cet effort, gardez cette volonté. C'est parce que lorsque vous arrivez aux États-Unis, pays à l'extérieur, vous trouvez que la vie c'est différent. Et en même temps que vous êtes connecté au pays, il y a les news, il y a les échos qui se passent, qui le pays ne fonctionne pas de la sorte. Et si vous êtes quelqu'un qui aime trop votre pays, vous êtes un vrai patriote, vous allez dire non, je peux aussi faire ainsi pour notre pays, je peux aussi être connecté de la sorte. Et donc, je passe. Ok, je voulais un peu comprendre de cette façon ici. Est-ce que vous pouvez dire en séjour, depuis les États-Unis, est-ce que la diaspora congolaise peut dire en séjour que le pays va bien? C'est là qui vient. D'une manière générale, en fait, est-ce que ces gens-là se disent que le pays va bien? Non, je peux dire totalement non. De là-bas, vous voyez que le pays va mal. Oui, certainement. Comment vous le voyez? Comment vous voyez? Expliquez-nous un peu. Absolument. Toute personne a ses expériences. Je peux vous dire, il y a l'expérience de l'environnement, l'expérience du voyage, même la construction, les aéroports, les autoroutes, les hôpitaux. À comparer à ce qui se passe ici, oui, c'est différent. Nous allons marquer une pause. Vous disiez qu'il y a un regard dans la diaspora, notre diaspora en Amérique, en égard de notre politique. La politique, comment elle se mène en RDC. Quel est ce regard-là? Comment voyez-vous notre politique? Comment on la mène? Réellement, je peux dire, moi, j'aime aussi la politique de notre pays, j'aime m'être influencé. Mais pour d'autres personnes, concernant les expériences de vivre, la façon dont les regards sont fixés au pays ou nation, je peux dire, toute personne a cette habilité, ce désir de faire ses critiques, hein? C'est tout à fait normal. Des critiques, aisément, quel est l'effort que je peux amener pour mon pays. Il y a d'autres aussi qui ne m'intéressent pas, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut aller au voyage, en Amérique, en Europe, se laisse aller.
Il oublie directement son pays. Yes. C'est quelque chose du cœur que vous allez garder envers votre pays. Et c'est là qui ont cette envie, soit cet amour, qui se conduit toujours à être amené quelque part pour faire quelque chose de mieux pour notre pays. Et il y a d'autres aussi qui regardent les autorités américaines et se disent que par ici, pourquoi pas dans notre pays? Dans notre pays, oui. Ou soit un jour, ces messieurs-là peuvent venir intervenir ici. Donc, ils comptent sur eux. Et donc, qui comptent aussi directement aux autorités de notre pays. C'est comme ça. Alors, d'abord, vous-même, vous êtes un jeune. Aujourd'hui, vous êtes rentré à Kinshasa, ça fait un mois, et vous voulez rentrer aux États-Unis bientôt. Mais depuis que vous êtes à Kinshasa ici, quel est le constat imminent que vous aviez fait de notre vie sociale? Qu'est-ce que vous aviez constaté, par exemple? Absolument. Bon, premièrement, pour dire, j'ai aimé l'expérience et juste quitter la vallée de Nice, c'est quelque chose que j'ai aimé. Mais à part ça, la façon de vivre, je ne suis pas du tout. Premièrement, c'est que j'ai réalisé, en venant ici, la RDC, notre capitale Kinshasa, c'est vraiment changé. Donc, partout, les Mexicains de tous les coins, la population est élevée vraiment. Pas de la manière que tu vois Kinshasa les années. Et deuxièmement, transport, je ne suis pas du tout aimé. Au moins, si vous avez une fatigue personnelle. Conditions à transport, les amendés. C'est un plus les mêmes macadam, les mêmes autoroutes que nous avons laissés. Il n'y a rien qui s'est changé, rien s'est ajouté. Et le taux de la population augmente, les voitures augmentent, mais vous traversez sur les mêmes routes de 2000 quelques. Donc ça veut dire le trafic est remis au niveau. Alors, et maintenant la vie sociale de la population, la manière dont tu as laissé aujourd'hui, 10 ans, 12 ans après ton retour, quelle est la lecture que tu peux faire de ça? C'est presque pareil, c'est toujours pareil. Parce qu'en rien n'est bon. Yes, oui, rien n'est bon. En Amérique, la vie sociale, c'est quelque chose qui est d'abord primordial pour l'État. Pour l'État. Parce que en ces moments de Covid-19, je peux dire, si vous êtes en famille, vous avez des enfants, vous ne saurez jamais rester le même vie. Parce que le gouvernement est même. Parce qu'il y a des séparations de gouvernement. Gouvernement national, gouvernement provincial. Donc, si vous résidez, soit par exemple de nous, la Texas, gouvernement provincial, il y a ces efforts qu'il fait pour ce peuple de rester en bon état. Donc, ça veut dire que vous êtes cette famille. Il y a de l'aide financière, de l'aide qui peut vous donner la nourriture par mois, qui est de $500. Une provision par mois. Provision, $500, vous allez recevoir le carte scénario, le food stamp, chaque mois $500. Parce que vous êtes une famille. À part cela, le gouvernement national aussi, et aussi fournit les réformes. Vous avez bâti là-bas tout, des fois il envoie $1200 après 6 mois. $1200 après quelques mois. Pour juste que vous soyez debout, continuez la marche à bien après. Pour de sécurité. Alors, nous avons cette idée qu'on nous dit à chaque fois que si vous arrivez aux États-Unis, si on vous paye 2600, le gouvernement vous prend $2000 et les 600 ça reste à vous. C'est vrai, cette idée-là on nous dit. Bon, comme ici aussi chez nous, je crois que c'est comme ça, c'est impôts, oui. C'est là, tout le monde paye cela. Quel que soit qui vous êtes, au passé, moyennant, average, comme je disais au début, tout le monde est obligé de payer ça. Donc, comment cela fonctionne? Bon, je peux donner, si vous avez un travail, vous avez débuté un travail, peut-être votre salaire total c'est $600. Mais avant que vous preniez votre salaire, ils ont coupé un peu de taxes. Donc je crois que c'est 30%, 40% de la sortie. Donc si totalement votre salaire c'est $600,
ce que vous aurez à voir, peut-être c'est 540, 550. Mais vous n'allez pas aussi sentir cela. Parce qu'à la fin de l'année, vous aurez gagné ton argent. C'est juste la façon de comment il fonctionne le travail. Donc, quand vous aurez ces $600 et quand le gouvernement prend 30 ou 40% et vous deviez payer le logement, vous deviez payer l'électricité, tout ça, ça coûte. Vous ne pouvez peut-être rester avec rien. Donc, comment donc le travail fonctionne aux États-Unis? Parce que dernièrement, nous avons vu une vidéo circuler sur la toile. Il y a un jeune garçon qui comptait l'argent et puis il montrait toutes les dépenses qu'ils font aux États-Unis. Et cela montrait à ce que toutes ces dépenses, après avoir reçu son salaire, toutes les dépenses allaient rien que vers l'État. Donc l'État récupérait presque la majeure partie de son salaire et il ne restait presque rien. Absolument. Donc aux États-Unis, ça dépend. Cela veut dire pour vivre bien, il faut que vous ayez quelqu'un qui travaille et qui est intellectuel. Si vous êtes intelligent, vous avez étudié, vous aurez des travails qui payent mieux que ceux-là qui sont au moyen de l'avérage. Donc, parce qu'il y a des travails qu'on vous paye par semaine, il y a des travails qui payent chaque 2 semaines, et il y a d'autres travails qui payent par mois, salaire. Donc on paye ça weekly, bi-weekly and salary. Donc si vous travaillez un travail qui vous donne peut-être, vous gagnez $20 par heure, parce que là on paye par heure. Par heure on paye. Donc vous avez du travail, vous payez $20 par heure. Toute la semaine, si on vous paye weekly, donc chaque semaine, vous faites le total, vous aurez à travailler 40 heures. On travaille 40 heures là chaque semaine. 40 heures. Moi, si on vous oblige de faire overtime c'est pour... Au-delà de vos heures. Oui, c'est comme ça. Et au syndicat qui non, quand tu travailles, mon taboué, fois 40, c'est ça le paiement avant les taxes. Lorsque les taxes vont se passer, c'est le paiement avant. Maintenant, vous faites l'addition par mois, totalement. Alors, en tant que Congolais, parce que vous voyez que notre pays, la manière dont vous avez dit tout à l'heure que la situation sociale n'est pas bonne, alors, d'abord pas vous, mais ceux qui sont aux États-Unis, ceux dont nos frères que vous avez laissés aux États-Unis, est-ce que avez-vous... ils ont quand même ces soucis-là que le pays puisse s'améliorer. Si oui, que font-ils pour que notre pays aujourd'hui, grâce peut-être à les petits efforts, que nous puissions un tout petit peu quand même développer le pays? Qu'est-ce qu'ils ont dans leur sac comme idée pour que nous puissions développer notre pays? Parce qu'on ne peut pas arranger les pays de loin. Absolument. C'est quelque chose des avantages. Donc, si vous sortez, vous avez arrivé à un niveau que vous avez réussi, là, vous donne des avantages de venir faire quelque chose. Il y a certaines eux-mêmes dans les compagnies ici, je vois qu'il y a aussi des investisseurs qui viennent quitter le pays. Vous, par exemple, vous avez des investisseurs, par exemple, à nous amener en RDC? Moi-même. D'une manière personnelle? Personnellement, je suis en route. C'est que j'ai trouvé, il y a un monsieur chez nous là-bas aux États-Unis, il a une compagnie, compagnie de l'espace, il a vendu des satellites. Satellites pour stabiliser le problème du système de l'Internet social. Chez nous ici, je ne sais pas s'il y a l'amélioration de l'Internet, mais on a construit là bas qui aux autres dépend de là-bas méga, là-bas réseau. Là-bas c'est pas comme ça. Il y a premièrement des réseaux cellulaires et il y a aussi des réseaux de l'Internet pas cellulaire. Donc vous pouvez être abonné par là ou vous pouvez être abonné par cellulaire. Et pour moi, j'ai vu qu'il y a une faiblesse, il y a la faiblesse sur cette situation de notre pays. Et je visualise, je dis qu'un jour je peux avoir une connexion avec le Messie qui s'appelle Elon Musk. Il peut lancer satellite pour nous.
spécialement pour aider dans le système Internet. Donc à la place des gens de ne pas entrer dans les réseaux sociaux, acheter des méga légicats, vous dépendez d'un Internet qui est complètement stable. Même si vous êtes hors du réseau, vous avez les hotspots. Parce que nous là-bas, il y a des hotspots. Chaque réseau, il fournit des efforts pour gagner ses clients, comment aller leur donner quelque chose qui est meilleur. Donc, si j'utilise RTL ici, je peux aller au coin, il y a un hotspot de RTL. Ça veut dire que tous les clients de RTL, vous pouvez être connectés sur le Wi-Fi sans payer, juste parce que vous êtes client de RTL. Ok. Alors, vous avez dit que vous pouvez nous amener certains investisseurs, vous en êtes capable parce que vous êtes soucié de votre pays. Est-ce que, hormis vous, voyez-vous d'autres Congolais qui peuvent, ou qui a ces soucis-là de l'amélioration du pays? Parce que dernièrement, le chef de l'État a fait ces discours-là, il a appelé à tout Congolais, tout frère, tout diaspora, de là où il est, s'il a cette capacité ou s'il veut que le pays puisse s'améliorer, qu'il revienne au pays. Je veux certains diasporas qui sont autour du chef de l'État, qui sont revenus pour travailler pour la nation. Mais cela ne suffit pas. Est-ce que vous voyez-vous certains frères qui sont restés en Amérique, qui peuvent venir aujourd'hui prêter main forte au chef de l'État afin que notre pays puisse aller de là? Oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui sont en route, qui sont en marche, et d'autres qui ont déjà arrivé à réaliser ces projets. Alors, qu'est-ce que nous pouvons aujourd'hui espérer de la diaspora américaine? Diaspora américaine. Précisément, je peux dire investissement dans notre pays. Cela aussi dépend de la volonté et des finances aussi. Parce que vivre aux États-Unis, ça ne veut pas dire que voilà, vous pouvez venir faire quelque chose ici. C'est les finances et la volonté. Il y a d'autres qui sont aux États-Unis, ils sont complètement changés américains. Ils ont pris des idées qui j'étais congolais de la sorte. Je peux dire la volonté et les finances. Parce qu'on sait, il y a beaucoup de gens. Ici, l'Ikembe, avec un picaneur, avec un transformateur. Parce que lui, là-bas, on appelle ça saxophone. Il est qui a gagné là-bas. C'est de la sorte. Alors, parlons maintenant un tout petit peu de notre politique. C'est vrai? C'est vrai. En ce jour, est-ce que vous aviez constaté, vous-même, dites-moi la vérité, vous aviez constaté les efforts que le chef est en train de faire, notre chef de l'État actuel, qu'il est en train de faire pour que nous puissions, disons, pour qu'il puisse améliorer la situation de notre pays? Vous avez vu ça? Bien sûr, vous devez respecter celui qui est à l'auteur ou de votre pays. Je respecte, mais je ne suis pas satisfait, ou je peux dire, je suis avec lui, avec ses efforts. Je respecte, mais je ne suis pas du tout impressionnant à travers ses œuvres, ses travail, parce que depuis son arrivée, je peux dire que le monde est complètement bouleversé. Dans l'État, il y a des problèmes politiques, scientifiques, même les Nations Unies disent que trop de choses qui se passent en RDC à cause de ses entrées. Donc moi je ne suis pas pour lui, je suis complètement au contraire, mais je respecte. Donc ça signifie que vous n'êtes pas satisfait en fait de son travail? Même pas. C'est bien sûr votre avis, mais d'une manière concrète, qu'est-ce qu'il doit faire qui n'est pas fait, qu'est-ce qu'il peut, quel est l'effort qu'il doit encore consentir, dont vous dites que monsieur le chef, monsieur le président de la République, vous devez faire ça, que vous n'avez pas encore fait, faites ça. Absolument. D'ailleurs, je peux vous dire, moi je suis de la partie essor de la République. Ah déjà, vous aviez adhéré dans un parti politique? Déjà. Mais Essor il est de la majorité, non? Il est de l'Union sacrée. Il est du côté du chef de l'État, bien sûr.
Je viens d'être introduit, je suis en train de recherche, je suis en train de faire des recherches et tout ça. Alors. Mais c'est à peine un mois que je suis là. Okay. Et je me rejoins ça. Okay. Et je peux parler, Oui. je peux dire aussi autrement. Il y a trop de choses à changer, je peux dire, monsieur. Félix. Yes. Donc, je crois, moi, j'ai préféré M. Kabila à l'époque. Parce qu'avec M. Kabila, il y avait plein d'espoir. On voyait des travaux en cours de route, en marche. Et tant que les contrôleurs soit quinois, je voyais des efforts qui s'est fournis. Que je trouve bien avec M. Alors, vous aviez dit que vous préfériez que, donc, si cela dépendait de vous, vous préfériez que Kabila puisse rentrer, que Félix Tshisekedi. Non, pas préférer Kabila de retour, mais juste que ces époques c'est de mieux. C'est pas parce que tout le monde arrive et puis quelqu'un d'autre. Mais il a trouvé le pays, Félix Tshisekedi a trouvé le pays dans un trou, il ne peut pas le faire sortir en 3 ans, vous ne voyez pas. Est-ce que vous savez d'abord qu'aux États-Unis, il y a 4 ans par terme, et si vous êtes fort, vous doublez, vous allez faire 8 ans. Et c'est respecté de la sorte. Personne ne peut conduire à aller au-delà parce que c'est une loi. Lorsqu'il y a un président américain comme Joe Biden, il est arrivé là. Il a dit 4 ans. Après 4 ans, il aurait essayé d'avoir un 5e terme qui est le deuxième mandat. Et s'il arrive, il fait 8 ans. Et il finit avec ça, vous allez. Il ne peut pas aller au-delà. Donc, de la sorte avec notre pays, pourquoi avoir quelqu'un qui peut régner au-delà? Donc, après, on peut parler de la sorte. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, et puis il y a une autre qui arrive, nous devons respecter ça. Alors, merci de ce temps que vous aviez voulu passer avec nous. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire, parce que nous sommes déjà presque arrivés à la fin de cette interview, de cette conversation auquel des milliers de gens ont pu nous regarder, et quel est les mots, quel est l'espoir, vous, en tant que Congolais, bien sûr, vous allez rentrer aux États-Unis bientôt parce que vous vivez là-bas, mais quel est l'espoir que vous pouvez laisser à ces Congolais que vous laissez ici souffrant, la vie sociale ne marche pas? Quel est l'espoir? Quel est le mot que vous pouvez nous laisser? Bon, vivre ici dans notre pays, après avoir vécu plein des années aux États-Unis, je peux dire notre pays s'est conduit qu'avec une seule idée. Pourquoi l'idée est à la encore? Et cela fait que nous sommes conduits limités à la place d'être développés. Comment donc? Parce que si vous voyez, vous regardez, le pays nous a développé. Ils n'ont pas quelque chose qui est la dominante sur tout domaine. Il y a des choses différentes qui dominent avec. Donc, comment donc je vais donner un exemple? Comme nous ici, la RDC Nabuso, nous avons toujours la INGA qui donne l'électricité, qui produit l'électricité sur toute la nation. Nous sommes seulement à INGA. Limité. Il y a ça qu'il y a des enfants quelque part, il y a foutu des courants à l'escape. Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, à Texas seulement, il n'y a pas juste dominateur mon l'électricité, mais il y a plus de 200. Comment donc? 200 compagnies à l'électricité. Vraiment. Donc, comment je vais dire? Si vous